merci de m'accueillir pour vous parler d'ostéoporose. Donc effectivement, pour, on va dire, 99% de la population, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, il n'y a pas d'ostéoporose chez l'homme. Et moi qui vais souvent voir les patients avec fracture, et quand je suis avec l'orthopédiste et je dis, ben, celui-ci, il faut lui faire l'ostéodensitométrie, parce que c'est une femme, ça paraît logique, mais pour le chirurgien, quand c'est un homme, il me demande toujours de justifier pourquoi est-ce qu'on cherche une ostéoporose chez l'homme, parce que les orthopédistes qui voient toutes les fractures pensent que ça n'existe pas. Donc, effectivement, comme le dit l'exposé, les fractures, c'est en général 1/3 pour les hommes, 2/3 pour les femmes. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que c'est des données épidémiologiques, de toute manière, qui sont assez anciennes. Et la première limite, c'est que l'âge moyen, par exemple, de la fracture du fémur en France, c'est 85 ans. Donc si les hommes ne vont pas jusqu'à 85 ans, forcément, vous ne verrez pas de fracture du fémur. Et il y a 15 ans, on voyait quasiment pas de fracture du fémur en orthopédie chez les hommes, parce que c'était pas forcément l'espérance de vie ne leur permettait pas d'atteindre cet âge-là. Aujourd'hui, moi qui passe en orthopédie 3 fois par semaine, on voit de plus en plus d'hommes concernés par des fractures du fémur. C'est très clair que c'est moins fréquent que chez la femme parce qu'il n'y a pas la ménopause, parce que l'homme, par le biais de la génétique, essentiellement, a un pic de masse osseuse à 20 ans qui est plus élevé que celui de la femme, que la géométrie aussi des hommes, de la taille des os est un peu différente, donc leur taille des os est plus importante, et qu'il y a un certain nombre d'études qu'il faudrait probablement revoir sur le plan épidémiologique, notamment à partir de 60 ans, qui montrent qu'il y a moins de fractures, moins de chutes dans des circonstances de faible traumatisme chez les hommes par rapport aux femmes. Alors, il y a probablement plein de raisons, c'est des vieilles études, ça n'a pas bien été analysé. Les orthopédistes considèrent toujours que les chutes chez les femmes, c'est vraiment de la maladresse, alors que chez les chutes chez les hommes, c'est parce que forcément, il y a eu un problème de traumatisme ou d'accident, que c'est pas de leur faute. C'est toujours très amusant. En tout cas, il y a quand même des bases pour comprendre pourquoi ces fractures sont moins fréquentes. Notamment ces données qui montrent sur le pic de masse osseuse, qui est toujours plus élevé à 20 ans chez les hommes que chez les femmes. Et la perte osseuse, vous n'avez pas la ménopause. L'andropause, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais il n'y a pas cette carence brutale en oestrogène qui fait que vous perdez 5% de masse osseuse tous les ans à partir de la ménopause. Ce que l'on voit bien ici, vous voyez l'arrivée sur la ménopause et la préménopause, notamment chez les femmes, qui est associée à cette perte osseuse accélérée. Mais chez les hommes, il n'y a pas la ménopause, mais il y a quand même une perte osseuse, et notamment liée au vieillissement, qui est aussi importante, qui fait qu'au bout du compte, à 80 ans, tous les deux ont perdu de la perte osseuse. Le tout, c'est qu'il faut que des hommes arrivent jusqu'à 80 ans, et dans les études qui datent toutes d'il y a plus de 10 ans, ce n'était pas forcément le cas. Ce qui est intéressant aussi, et c'est que l'os cortical, c'est l'os du fémur, c'est un os qui est assez costaud. Lui est aussi très impacté chez l'homme de façon beaucoup plus progressive, vraiment liée au vieillissement. Et vous voyez qu'ils sont amputés de quasiment 20% de leur masse osseuse en 30 ans, contre 30% chez la femme. Donc il n'y a pas une telle différence chez la femme et chez l'homme. Par contre, la grande différence, c'est que quand on vieillit, c'est un concept qu'on ne sait pas forcément, normalement on a la taille des os qui augmente. En fait, pour compenser la perte osseuse, on produit de l'os à l'extérieur, sur le périoste, pour compenser sur le plan mécanique. C'est une compensation qui est à perte. En fait, au bout du compte, la résistance osseuse va baisser. Mais chez l'homme, le processus d'apposition périostée est beaucoup plus important que chez les femmes. Ça, c'est prédit par la génétique et par la capacité à l'os cortical à produire. Donc, tout ça, ce sont les différences qui expliquent pourquoi on peut voir moins de fractures chez les hommes que chez les femmes. L'autre plan, c'est sur la qualité des os. Quand une femme perd de la masse osseuse, vous savez que pour l'os des vertèbres en particulier, on schématise toujours ça par des travées et des poutres. Il y a véritablement des perforations dans les travées osseuses chez la femme. Il y a de très bonnes études en histologie qui montrent que chez l'homme, il n'y a pas de perforation, il y a plutôt un amincissement sur les travées. Donc la base physiopathologique est vraiment différente chez les hommes et chez les femmes, mais on aboutit dans tous les cas, et c'est ce que montrent mes courbes, à une perte osseuse dans les deux cas. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de ménopause, il n'y a pas de perte osseuse chez l'homme.
La particularité de l'homme, et ça les praticiens n'y sont jamais sensibles, c'est qu'il y a deux types de fractures par fragilité. Chez la femme, on considère que les fractures, c'est vraiment à partir de 50 ans, 60 ans, un pic à 75 ans, ce que vous pouvez voir, là encore, c'est toujours, les courbes, les couleurs sont toujours choisies. Hein. C'est pas moi qui avais fait les couleurs, mais vous voyez. Chez la particularité chez l'homme, c'est qu'il y a un pic de fracture qui est plutôt entre 15 et 30 ans. Ces fractures sont typiquement parce que c'est des fractures de faible traumatisme, mais dans des circonstances de sport, mais considérées comme du faible traumatisme, il y a ce pic de masse osseuse qui est fait en fait que quand l'homme vieillit, enfin l'homme grandit, il grandit parfois très vite et ne comble pas ses os de minéral. Et donc la présence de ces fractures de l'homme jeune est vraiment très associée au fait de faire des fractures 40 ans après. Et personne ne va jamais interroger ou ne va jamais considérer qu'une fracture chez un homme à 30 ans, de sa hauteur, il y en a énormément, une fracture du poignet en glissant chez un homme, à 30 ans, personne ne va se poser la question d'une fragilité osseuse. C'est pas forcément parce qu'il y a besoin d'un traitement, mais en tout cas c'est très associé au fait de trouver 40 ans après une fracture. C'est déjà un signe de mauvaise qualité des os, sur lequel je vais insister après. Donc chez les hommes, il y a vraiment une distribution qui est bimodale et qui est vraiment une particularité épidémiologique chez l'homme versus chez la femme. C'est vraiment parce que les hommes, le pic de masse osseuse est décalé et la croissance est tellement rapide que l'os, comme je vous dis, n'est pas comblé. En tout cas, ce que l'on sait, c'est en termes d'épidémiologie beaucoup plus récente, sur des données qu'on avait conduites à partir des patients hospitalisés pour des fractures du fémur, on avait essayé de voir l'incidence des fractures, s'il y avait une différence homme-femme entre 2002 et 2013. En gros, le nombre de fractures du col du fémur est stable pour les femmes. Il est augmenté chez les hommes. Et quand on regarde ici chez les hommes la différence selon l'âge, très clairement, à part chez plus de 75 ans, vous avez une augmentation de quasiment 30% du nombre absolu de fractures de hanche. Alors que chez les femmes, il n'y a pas du tout cette variation. Ce que je vous ai dit, hein, c'est par rapport probablement au vieillissement des hommes. On voit de plus en plus de fractures du fémur. En termes d'épidémiologie, compte tenu du vieillissement de la population, on s'attend à avoir moitié-moitié de fractures du fémur dans des services d'orthopédie. La principale constatation épidémiologique, et ce qui n'est jamais avancé, c'est que vous savez que la fracture du col du fémur est associée à un excès de mortalité dans la population générale. On dit quasiment que c'est 20% dans l'année qui suit. Et bien, les chiffres récents montrent que c'est 10% chez les femmes et 30% chez l'homme. En fait, la survenue d'une fracture du fémur chez un homme, compte tenu du fait des comorbidités présentes plus fréquentes chez l'homme, cardiovasculaire, et puis je vais vous expliquer pourquoi par la suite, est associé à un excès de mortalité. En fait, c'est vrai pour tous les types de fractures, comme c'est montré ici, en fonction de l'âge et la différence, vous voyez, pour les femmes et pour les hommes, une fracture de vertèbre, une fracture du poignet, une fracture du col du fémur, l'excès de mortalité attribué à cette fracture est plus important chez l'homme que chez la femme. Et c'est notamment vrai ici pour ces données très récentes qui montrent, notamment chez les moins de 75 ans. On considère que l'excès de mortalité, il n'est pas attendu qu'à 90 ans, c'est logique, à 90 ans, une fracture du col du fémur, on se dit, mais de manière, l'excès de mortalité, mais il lui restait peut-être 1 ou 2 années de vie attendues. L'épidémiologie, elle montre que même à moins de 75 ans, la fracture du fémur, en particulier des vertèbres, du bassin, est associée à un excès de mortalité chez les moins de 75 ans. Et vous voyez que c'est vrai pour les hommes qui sont représentés ici, dans les 5 ans qui suivent la fracture. Donc la mortalité, la survenue d'une fracture a toujours des conséquences pires en termes de mortalité chez l'homme que chez la femme. La raison, c'est parce que, au-delà de considérations génétiques et de perte osseuse, quand on trouve une ostéoporose ou des fractures chez l'homme, c'est parce que cette ostéoporose, elle est secondaire à l'accumulation de maladies chroniques, souvent des maladies inflammatoires, souvent des maladies cardiovasculaires. Il y avait l'exposé sur le risque cardiovasculaire. La physiopathologie qui conduit à l'athérome est la même qui conduit à l'athérome qui conduit à l'ostéoporose. Aujourd'hui, l'homme qui a une pathologie cardiovasculaire, je suis sûre que si on lui fait une ostéodensitométrie, il a une fragilité osseuse. Donc il y a vraiment un lien très fort, et la particularité de l'ostéoporose chez l'homme, c'est comme il n'y a pas la ménopause, dans 50% des cas, on est sûr de trouver une maladie ou des explications qui sont des maladies associées chez l'homme, et il faut les chercher, et notamment ces maladies cardiovasculaires. Et vous voyez tous ces exemples de patients, vont être vus pour des fractures. C'est cet homme de 65 ans qui a une rectocolétémorragie, qui prend de la corticothérapie depuis 1 an, parce que personne ne pense qu'il y a un risque d'ostéoporose chez l'homme.
Donc on peut prescrire de la corticothérapie chez l'homme, c'est pas grave, parce que c'est pas de l'ostéoporose post-ménopausique. En pneumologie, nombre de patients avec des bronchites chroniques, des BPCO fumeurs, traités par corticoïdes cure courte ou inhalés, sont des patients qui vont faire des fractures vertébrales. Et aujourd'hui, la prévalence chez les BPCO de fractures vertébrales est de 40%. Et un autre profil, c'est le cancer de la prostate chez un homme de 70 ans qui reçoit un traitement de carence hormonale, qui sont les agonistes de la GnRH, pour bloquer la sécrétion de testostérone. Et aucun urologue ne se pose la question de savoir s'il y a une ostéoporose. Et on sait que le risque de fracture du fémur est multiplié par 5 quand on reçoit ce type de traitement. Et aucun de ces patients ne va arriver jusqu'à un dépistage de l'ostéoporose et jusqu'à un traitement, et on les verra souvent au moment de la fracture. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette étude a montré qu'il y avait vraiment une relation chez l'homme très forte, qui n'existe pas chez la femme, entre le nombre de maladies associées et les altérations de la microarchitecture. Et à partir de 3 maladies chroniques associées, le risque d'ostéoporose est majeur, et vous avez 70% de prévalence de l'ostéoporose dans cette population. Mais il y a une entité très particulière, uniquement décrite chez l'homme, qui met en évidence quand même cette particularité génétique. Il y a des hommes au profil physique, parce que vous allez voir qu'à la fin, si on veut savoir dans un lit d'orthopédie, avant la fracture, ou dans un lit de médecine, qui a risque de problème osseux sans savoir s'il est ménopausé, parce que chez la femme c'est facile, vous êtes ménopausé, vos parents sont cassés, c'est extrêmement facile. Chez l'homme, vous ne pouvez pas poser ces questions. De toute manière, personne n'a déjà prévu de score pour trouver chez l'homme qui est à risque. Un homme maigre, grand, vous avez un risque très augmenté, multiplié par 7, de trouver ce qu'on appelle une ostéoporose masculine idiopathique, ça veut dire sans cause retrouvée, pour lequel des études de génétique et de biopsie osseuse montrent qu'il y a une diminution importante de la formation osseuse, avec des gènes de la formation osseuse, et donc une entité propre, mais probablement par des anomalies du collagène associé, et souvent il y a un profil, un phénotype physique très clair. Alors, quel est le rôle des hormones? Parce que le rôle des hormones, c'est très clair dans l'ostéoporose liée à la femme. Il est clair aussi dans l'ostéoporose liée à l'homme. Alors, c'est pas avec la testostérone, parce qu'on pourrait se dire, un homme qui a de l'ostéoporose, avec le temps, il y a une diminution de la testostérone. Peut-être qu'on pourrait lui donner de la testostérone pour renforcer ses os. Alors c'est vrai que, comme vous le savez, à partir de 50 ans, le taux de testostérone diminue chez l'homme. Il y a une relation montrée dans ces études entre un taux bas de testostérone et un risque de fracture, en particulier de fracture du fémur. Mais aucun essai thérapeutique, pourtant il y en a eu, et même récemment, n'a réussi à montrer que la testostérone augmentait la masse osseuse et diminuait le risque de fracture. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, personne n'ira, en plus compte tenu du risque de problème de la prostate dans cette population, n'ira donner cette hormone. Par contre, l'hormone qui est extrêmement intéressante et impliquée dans l'ostéoporose de l'homme, ce sont les œstrogènes. Les hommes ont aussi une sécrétion d'œstradiol résiduelle qui est importante, et il y a une protéine qui permet de porter les hormones sexuelles qui s'appelle la SHBG, et des relations très fortes entre un taux de SHBG haut et un risque de fracture. Aujourd'hui, ce n'est pas recommandé en pratique clinique, il y a encore des études de cohorte, mais il y a eu des essais thérapeutiques utilisant une classe que l'on a dans l'ostéoporose post-ménopausique et également dans les cancers hormonodépendants de la femme, qui sont les modulateurs des récepteurs aux oestrogènes. Il y a eu aussi des modulateurs des récepteurs aux androgènes, donc toutes ces classes pour moduler la réponse hormonale qui ont été évaluées. Mais comme le critère est de diminuer le risque de fracture, ça ne l'a jamais démontré dans les essais, donc il n'y a jamais eu de démarche ensuite pour les avoir sur le marché. Chez la femme, comme chez l'homme, le diagnostic d'ostéoporose se fait de la même façon. C'est une ostéodensitométrie. Il y a des conditions de remboursement chez l'homme qui sont bien plus infimes que chez la femme, mais il y en a une qui est la fracture. Et vous allez voir sur mon avant-dernière slide que 95% des patients hommes avec une fracture n'ont jamais d'ostéodensitométrie dans la suite. C'est quand même une indication qui est remboursée. Normalement, le radiologue qui fait l'ostéodensitométrie, il a des courbes de référence chez l'homme pour pouvoir vraiment avoir une définition fiable chez l'homme. Il y a la même relation entre avoir une densité osseuse basse chez l'homme que chez la femme et le risque de fracture. Donc ça reste un bon outil qui est très largement sous-évalué. On peut toujours se dire qu'il y a des conditions où on voudrait faire l'ostéodensitométrie chez un homme et qui ne sont pas remboursées. Je dirais que toutes celles qui sont remboursées,
elles ne sont pas des indications, elles ne sont pas faites en pratique. Après, vous avez tous les médicaments qui influencent le risque d'ostéoporose. L'hypogonadisme, quel qu'il soit, il n'y a pas de définition très précise, est aussi une indication à l'ostéodensitométrie remboursée chez l'homme. Une des particularités de l'homme pour le diagnostic de fracture vertébrale, c'est le tassement vertébral. C'est extrêmement important parce qu'on sait que le retentissement d'une fracture vertébrale sur le risque de refracture vertébrale ou autre, ou du col du fémur, est extrêmement important. Près de la moitié des patients hommes avec fracture de hanche avaient déjà une fracture vertébrale qui n'était pas connue. Donc le problème, c'est que tout le monde passe à côté de ces fractures vertébrales parce que personne ne va mesurer les hommes dans le suivi, on les pèse, mais on ne mesure pas dans le suivi. Chez les femmes, on a un peu plus le réflexe. Et même quand on fait des radiographies du rachis pour voir s'il y a un tassement vertébral, la forme des vertèbres thoraciques de l'homme est un petit peu différente et ça nécessite de connaître cette spécificité pour faire le diagnostic d'un tassement. Et puis, chez l'homme, il y a beaucoup de remaniements dégénératifs, arthrose, beaucoup plus importants que chez la femme, pour plein de raisons. Et donc souvent le diagnostic passe inaperçu parce que les radiologues vont plus être attirés par l'arthrose. Et comme pour les radiologues, le tassement vertébral ou la fracture vertébrale n'existe pas chez l'homme parce qu'il n'y a pas d'ostéoporose, ne vont jamais le mentionner. En tout cas, pas avec la même force que dans l'ostéoporose. Et donc c'est quand même, il faut toujours faire attention à l'interprétation des radios du rachis, parce que pour que près de la moitié des patients qui ont une fracture du col du fémur et sur les radios une fracture vertébrale et qui ne le sachent pas ni leur médecin, alors que c'était dans un tiers des cas mentionnés sur le compte rendu des radiologues, c'est quand même un problème. Voilà une vraie fracture vertébrale, c'est facile, et ça c'est des modifications des vertèbres qui sont très fréquentes chez l'homme. Si vous demandez à un radiologue, dans un cas sur deux, il va le mentionner, alors qu'il y avait une fracture. Et dans un cas sur deux, il ne le mentionnera même pas. Et ce qui est un peu dommage, quand on sait que c'est le meilleur signe de fragilité des os. Alors, il y a deux situations. Soit c'est facile, il y a l'homme avec fracture et il faut lui faire l'ostéodensitométrie, il faut rechercher toutes les causes secondaires. Soit il y a l'homme qui a juste l'ostéoporose, et je vais vous dire comment faire. La principale élément, c'est qui traiter. Aujourd'hui, j'ai participé à 3 actualisations des recommandations de l'ostéoporose post-ménopausique, donc 2006, 2012 et 2017. J'ai pas mal travaillé sur l'ostéoporose masculine. Quand on soumet à des sociétés savantes l'idée de faire des recommandations pour l'ostéoporose chez l'homme, qui n'existe pas en France, non, c'est moins fréquent, c'est pas intéressant, donc, alors qu'on le fait 3 fois chez l'ostéoporose post-ménopausique. Donc il n'y a pas de recommandation française chez l'homme, il n'y a pas de recommandation européenne et il n'y a pas de recommandation internationale sur l'ostéoporose masculine, qui est quand même un problème compte tenu de l'évolution de l'épidémiologie. Pour un médicament, il n'y a aucun essai thérapeutique qui a été conduit chez l'homme dont le but a été de voir si les médicaments qu'on utilise chez la femme peuvent diminuer le risque de fracture chez l'homme. On le pense, mais ça n'a pas été réalisé parce que conduire un essai chez l'homme pour des médicaments, c'est avoir 2000 patients dans chaque groupe. Et compte tenu quand même du moindre nombre de patients identifiés, des recommandations européennes ont dit que si un médicament avait prouvé son efficacité chez la femme, il y avait simplement besoin de faire une petite étude chez 200 patients pendant 1 an pour montrer qu'il était bien supporté et qu'il n'y avait pas besoin de conduire. Donc je ne sais pas si les doses sont les mêmes, s'il faut les mêmes doses. En tout cas, aujourd'hui, on utilise les mêmes doses que chez les femmes et les durées de traitement sont les mêmes que chez les femmes par analogie, mais ça n'a pas été étudié parce qu'on a juste un essai de tolérance de 1 an. En tout cas, on a des médicaments qui marchent, en particulier qui marchent après fracture du col du fémur. Une perfusion de biphosphonate 1 fois par an, là c'est hommes et femmes mélangés. Donc c'est la seule étude qui a montré l'intérêt d'un médicament pour prévenir le risque de fracture. Ils ont mélangé hommes et femmes dans des analyses de sous-groupes pré-planifiées. Ils ont montré la même efficacité chez les hommes et chez les femmes. Donc ça c'est remboursé. Aujourd'hui, tout patient avec fracture du col du fémur devrait avoir une perfusion dans les mois qui suivent pour diminuer le risque de fracture du fémur. Vous verrez que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est quand ils ont mélangé hommes et femmes. Et puis vous avez un médicament qui est l'anticorps anti-renfligant, peu importe, le dénosumab, la première biothérapie de l'ostéoporose, qui a conduit le premier effet antifracturaire chez les hommes qui ont un cancer de la prostate et qui sont traités par un traitement qui bloque la sécrétion de testostérone. Je vous ai dit que le risque de fracture est multiplié par 5. C'est le meilleur moyen de donner une ostéoporose à un homme, c'est de lui donner ce type de traitement.
Et donc, à l'époque, en 2009, lors de cet essai, le critère principal choisi, c'était la première fois dans le cancer de la prostate, c'était la fracture. Donc, le traitement a très bien montré que ça pouvait diminuer le risque de fracture dans cette population. C'est la seule étude chez l'homme. Les biphosphonates, les autres thérapeutiques, dans cette cible, n'ont jamais montré d'efficacité antifracturaire, ils ne l'ont même pas cherché. Ils ont toujours choisi en critères secondaires, et les critères principaux étaient l'évolution de la densité osseuse. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur le plan des remboursements? Alors qu'il y a des données sur le plan de la fracture, ce traitement n'a qu'une AMM européenne. Il n'est absolument pas remboursé dans les pays parce qu'on considère que d'aller se battre pour une tranche infime qui est l'homme avec fracture, ça ne vaut pas le coup. Et donc Amgen, en l'occurrence, ne s'est jamais lancé en France dans toutes les démarches pour avoir ce traitement remboursé. Et donc on pourrait se dire, par analogie, on pourrait l'utiliser chez les hommes avec beaucoup de fractures, même qui n'ont pas les agonistes, parce qu'il y aurait un substrat déjà d'une base de remboursement dans une cible masculine. Et en fait, compte tenu de la faible cible, du nombre potentiel faible, on se dit que ce n'est pas la peine, qu'il vaut mieux passer à autre chose. Et donc ça fait, l'AMM européenne date d'il y a 6-7 ans, et vous n'avez aucune indication de remboursement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a probablement pas de recommandation aussi chez l'homme, parce que si vous n'avez pas de remboursement des médicaments, c'est compliqué d'aller recommander des traitements qui ont qu'une AMM. Avant-dernière slide, c'est le défaut de prise en charge. Ça illustre le petit film, mais en ligne, avec des mots. Après une fracture du fémur, il y a 7% des patients chez qui on se pose la question d'une ostéoporose. Il y en a 5% qui vont recevoir une prescription pour un traitement anti-ostéoporotique à la fin. De toute manière, même s'ils avaient la prescription, il n'y en a que 30% de ces 5% qui vont continuer le traitement, parce qu'ils vont croiser un médecin généraliste ou quelqu'un de leur famille qui disent « Mais non, tu es tombé, ta fracture est liée à une chute, calme-toi, chute pas, et ça sert à rien, l'ostéoporose c'est pour les femmes, et donc ça sert à rien de prendre un médicament, ce qui est aujourd'hui notre quotidien. » Donc en gros, l'ostéoporose chez l'homme, c'est attendu, c'est vraiment un problème qui est sous-estimé, avec probablement vers un équilibre dans les lits de patients avec fracture du col du fémur hospitalisés. Tant que personne ne prend conscience de la réalité du problème, de qui est à risque, de l'indication d'un dépistage et d'un traitement, effectivement, les conséquences et la mortalité que l'on décrit aujourd'hui des fractures, en fait, elle est vraiment uniquement liée à la mortalité des hommes. Aujourd'hui, les femmes qui se fracturent du fémur, en général, la mortalité, les dernières données, je vous dis, c'est moins de 10% à un an, c'est probablement moins, alors que chez les hommes, ça augmente, c'est 30, voire 35%, parce qu'ils vont faire la décompensation cardiaque, la complication thromboembolique et tout ça. Voilà, merci pour votre attention pour un sujet qui n'est pas forcément...